Je vais passer la parole à Fanny Chabrol pour faire la discussion Mm. de Ouais. cette journée. Merci. Mais en plus, merci beaucoup Renata et merci de l'occasion d'écouter des choses vraiment passionnantes et puis de revoir d'anciens collègues Ruby. Et, enfin, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et je pense que la discussion montre que la discussion spontanée est probablement meilleure. Donc, je vais juste prendre 3 minutes. En fait, c'est simplement pour dire que, enfin, pour dire quelques trucs, mais en fait, voir le point de vue un peu des SHS dans ces collaborations, des sciences humaines et sociales, dans ces collaborations pluridisciplinaires qui existent depuis longtemps et qui sont hyper intéressantes, parfois qui nous posent plein de questions, mais qui sont en général hyper riches et hyper dynamiques. Et je me demandais, voilà, si en fait aujourd'hui on peut y réfléchir ensemble grâce à vos travaux, enfin, y compris en Guadeloupe et en Martinique, sur voilà, comment en fait dans ce monde toxique et colonial avec des enjeux de genre vraiment à tous les endroits, comment placer la focale et comment réfléchir à nos objets dans des choses qui sont, enfin, vous l'avez montré déjà, merci pour l'intervention toxicologie et médecine qui était hyper abordable, vraiment aucun problème pour la compréhension, donc c'était très bien. Et voilà, montrer comment, en fait, en sciences humaines et sociales, je pense que Ruby, tu l'as vraiment très bien montré, en fait, notre focus, il va être toujours d'essayer de dénaturaliser, de contextualiser, évidemment, tout ce qu'on observe et surtout d'essayer de repolitiser en permanence. Enfin, je pense que tu viens de le faire avec les rapports sociaux de genre et le rôle des femmes dans les résistances et les contestations. Je pense que nous, on va avoir à cœur toujours de placer le curseur sur une repolitisation, alors qui pour moi prend toutes les formes, hein, participer à la mise en visibilité des choses. Donc voilà, à quel moment on lutte contre les politiques de l'ignorance et du déni pour participer à la visibilisation des choses. Par quoi ça passe? Nous, notre rôle, faire parler les gens, mettre les gens ensemble. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi participer aux questions carrément de reconnaissance des cancers professionnels. Je pense au travail de mon ami et collègue Maurice Huntsman. Enfin, je pense que vous connaissez avec le GISCOP 84 et les cancers professionnels dans les mondes viticoles du sud de la France. Et comment effectivement le rôle là, des sciences humaines et sociales, c'est vraiment aide à la constitution des dossiers et en particulier des dossiers des femmes qui sont encore moins reconnues dans les maladies professionnelles que les hommes. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi que je pense qu'on a toujours à cœur d'essayer de lutter contre, je ne sais pas très bien comment expliquer ça, mais ça retombe toujours sur les épaules des gens, des personnes. En fait, c'est que lutter pour que les réponses, elles ne soient pas les individus face à ce qu'ils mangent et aux risques et face à l'incertitude énorme que fait reposer un diagnostic, etc. Ou sur les cancérologues eux-mêmes qui sont victimes de burn-out. Enfin, comment les mécanismes de ce monde toxique, en fait, fait reposer sur des individus, c'est ce que moi j'appelle la résilience, quoi, qui, en fait, on serait censé s'adapter et s'adapter individuellement à l'énormité et la complexité, la toujours plus grande complexité des expositions, on va dire, toxiques, alors que voilà, les réponses doivent être collectives. Et donc, en, en tant que chercheur, chercheuse, on va essayer aussi même si c'est pas toujours facile, d'essayer de participer à la mise en commun, à la mise en contestation collective, à la mobilisation voilà, pour lutter contre la spécification qui va être toujours dans la manière dont les personnes se retrouvent face à leurs conditions, etc. Et juste voilà, pour reprendre quelques mots-clés qu'on a vus, mais je trouve que la question du travail, du, enfin, voilà, on voit que la question professionnelle, l'exposition au travail et dans la question du genre aussi est super importante.
J'ai beaucoup apprécié l'enjeu de conflictualité aussi et Ruby est dans votre programme pour aussi, voilà, comme quelque part un aimant pour aller vraiment chercher la conflictualité et aussi en creux quand elle n'y est pas, c'est carrément problématique. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et finalement, je voulais aussi mentionner, parce que bah, c'est toujours cette question de la mise en réseau, mais aussi sur donc le GISCOP 84, mais aussi dans mon labo au CEPED à l'IRD, donc chez ma collègue Clémence Chante, qui travaille sur le cancer du sein et les trajectoires de personnes migrantes, donc d'Afrique de l'Ouest, mais elle a aussi un volet au Cambodge, et donc elle travaille vraiment sur voilà, l'accès aux soins, et elle n'est pas à Paris, elle aurait été parfaite pour discuter. Renata, ton travail aussi, donc ça aurait été vraiment intéressant. Mais voilà, c'est très brouillon, c'était simplement pour jeter quelques pistes, mais je trouve que en fait, moi, en venant à cette journée, et j'ai pas travaillé vraiment en santé environnementale, mais à culpa, mais j'ai très intéressée pour le faire. Comment repérer voilà, les focales, les lieux, les sites? Je pense qu'en anthropologie, défi monstrueux aussi pour travailler sur les toxiques, vous, de votre manière, mais aussi en anthropologie, c'est-à-dire où on va. Est-ce que finalement, enfin, je vais être un peu provocatrice, mais est-ce que finalement la consultation médicale de l'hôpital est la meilleure façon de comprendre les enjeux d'exposition des femmes voilà, par rapport aux toxiques? En revanche, l'hôpital, et ça c'est une dernière petite provocation pour nos collègues hospitaliers, en quoi l'hôpital est aussi un lieu comment l'hôpital catalyse aussi la question toxique ou la question, on parle beaucoup maintenant des déchets médicaux, on parle de l'hôpital comme voilà, un lieu une très grande poubelle, on va dire. Enfin, l'hôpital participe, je suis provocation. C'est énorme. Mais voilà, c'est énorme et c'est surtout les traitements en fait, hein, voilà, plus qu'autre chose. Et à quel point aussi pour les femmes, les traitements, enfin, deviennent aussi une nouvelle toxicité. Enfin, je pense que voilà. Moi, je connais pas, voilà, mais je sais que bon, la chimiothérapie, c'est quand même une énorme bouffée toxique. Voilà, comment ça se passe aussi quand les corps des femmes ont déjà été exposés plus que d'autres et en même temps, avec ce cancer du sein, on se retrouve aussi. Et puis pour des années, jusqu'à 5, 10 ans, je sais aussi que l'hormonothérapie est quelque chose qui est vraiment très, très dur à vivre pour certaines femmes. Donc voilà, comment aussi de l'hôpital, on peut réfléchir pas que à l'hôpital comme un lieu de soins, mais à l'hôpital comme un lieu aussi participant à une écologie toxique, qu'on le veuille ou non. Et il y a des choses à faire, et il y a des choses qui sont faites. Et voilà, c'est un peu mon dernier point. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité en tout cas. C'était hyper intéressant. J'ai adoré cette journée d'études. Merci beaucoup à toi aussi pour cette invitation. Tu veux répondre? Oui, moi je voulais dire un mot, c'est que quand même ces questions sont en train de rentrer dans l'hôpital. Il y a 5 ans, ça n'existait pas, on n'en parlait pas du tout. Nous, à Pompidou, on a eu le label Green Block, qui est un label qui va être distribué un peu partout. Voilà, c'est un peu compliqué à homogénéiser, mais il y a beaucoup d'initiatives locales. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est que ces initiatives, elles parlent des soignants. Parce qu'en fait, avant d'être des soignants, on est juste des humains et on vit sur cette planète comme tout le monde. Qui a 2 thématiques qui parfois s'opposent pas, mais sont un peu perdues, qui est la santé environnementale, c'est-à-dire l'effet de la santé sur le corps humain et sur les maladies, et puis l'effet des soignants et de l'hôpital sur la planète, que ce soit les déchets, etc. Et que parfois tout ça est un message un peu flouté. Nous, par exemple, au Collège national des gynécologues obstétriciens, on a mis en place, qui va débuter très prochainement, une commission qui va s'appeler Santé environnementale et développement durable, pour traiter ces 2 thèmes avec des expertises différentes, parce que moi, typiquement, quand on me parle des tri des déchets, je suis perdue. Donc, je fais comme tout le monde, je fais exactement ce qu'il faut, mais je veux dire, je ne suis pas du tout formée à tout ce qui est problèmes environnementaux liés et causés par l'hôpital. Par contre, c'est vachement bien maintenant structuré, les impacts carbone de chaque activité, de chaque parcours de soins. À la PHP, ils sont en train de voir les parcours de soins, donc typiquement sur un cancer du sein, du diagnostic jusqu'à la fin, quel est l'impact carbone de ce parcours. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des soutiens, notamment de l'ARS, pour développer toutes ces choses-là. Et je pense qu'on est quand même dans une bonne direction par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques temps où personne n'avait vraiment conscience de tous ces enjeux. Et sur la question des déchets au-delà du plastique, etc., est-ce qu'il y a aussi des questionnements sur les eaux usées des hôpitaux, les rejets médicamenteux, métaboliques, etc.
Pas forcément, il y a des Ouais. questions qui se posent plus sur le matériel. Je vous donne un exemple très simple. J'essaye là, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on a nos pots de formol où on met nos prélèvements dedans pour faire de l'anapathe qui en fait s'ouvre et puis il y a du formol dans toute la pièce, le temps qu'on mette notre truc dedans. Ça m'arrive régulièrement, c'est des tout petits pots comme ça, d'avoir un petit peu à côté. J'ai vu certains de mes étudiants typiquement mettre la pince à biopsie, faire la biopsie, la mettre dedans et puis la remettre dans la dame pour reprendre un petit bout. J'étais là, c'est pas possible. Et ben, en fait, je me suis renseignée un peu. Il y a des tubes qui existent qui déchargent qui libèrent le formol qui est dans le capuchon en fait. Donc, on ouvre, il n'y a rien dedans, on met notre prélèvement et quand on va fermer de façon hermétique, ça va être libéré. Donc voilà, il y a des pistes comme ça d'amélioration, mais si on regarde attentivement les risques à l'hôpital, ils sont énormes. Je vous parle même des phtalates dans les tubulures de. Je crois que c'est interdit maintenant, mais dans les tubulures plastiques, Ouais. du tout Voilà, il y a plein de questions, plein de problématiques. On commence à se les poser les unes après les autres. Je me demande si Ruby, il y a des choses là-dessus et peut-être oui, et te donner une perche sur le volet que vous allez développer par rapport aux soins et aux patients et tout ça. Parce que je me dis qu'il y a des points à faire aussi sur les colères post-Covid, enfin vaccins dans les Antilles et l'état des CHU. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est concerné par votre travail. Énormément. Alors, sur le volet qui devrait débuter, malheureusement, je ne peux pas t'en dire grand-chose parce qu'on est vraiment à des blocages d'ordre, disons, logistique, éthique, puisqu'en fait, c'est un volet qui est censé se faire en binôme avec une équipe épidémiologiste. Par contre, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est la question de l'interdisciplinarité, quelle contribution on peut avoir en tant que chercheur en sciences sociales sur des disciplines qui sont plus de l'ordre du médical. Euh, et il me semble que justement cette question de débiologiser certaines choses qui peuvent être en fait des constructions sociales, ça fait partie de nos contributions. Et je pense notamment sur ce sujet du chlordécone, mais sur la question des cancers et de l'impact des ascendances génétiques, etc. C'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je pense qu'il y a un travail primordial à faire, notamment sur la question du cancer de la prostate, la question de l'influence de l'afrodescendance, avec nous, cette catégorie qu'on a de cesse de re-questionner, on n'a pas de problème avec l'idée de pointer des liens de causalité ethnique. Encore faut-il que la catégorie soit justement construite, etc. Et donc voilà, ça c'est, je pense, un exemple de collaboration qu'on pourrait avoir de manière interdisciplinaire. Et juste, je profite parce que j'ai la parole euh, pour dire aussi que ce qui pose problème souvent dans ces moments d'interdisciplinarité, c'est que finalement, on, on s'explique nos travaux respectifs, peut-être sans en définir les bases, et en fonctionnant avec ce que Star appelle les objets frontières. Donc, on a une espèce de consensus pas très clair qui fait qu'on a l'impression de se comprendre, mais en fait, il y a un petit peu des zones d'incompréhension comme ça. Et quelque chose qu'on commence à mettre en place avec un collectif d'Unicancer qui s'appelle UCOM, Unicancer Outre-mer, c'est qu'on s'est dit, en fait, je crois qu'on en est à un stade où il faut perdre du temps. Il faut perdre du temps à se former les uns les autres. Donc nous, on a commencé en créant un espèce de journée d'études formation de c'est quoi des sciences humaines et sociales et comment ça peut être utile dans le domaine de la santé. Et puis eux sont en train de faire ce travail-là pour nous former, eux aussi, médecins, cancérologues, à en fait, c'est quoi la cancérologie et, enfin voilà, c'est juste pour dire que des fois, il faut aussi perdre le temps dans la recherche pour faire les choses correctement, voilà, et pas de manière bancale. J'avais juste une question pour Myriam par rapport à ce que tu viens de dire sur la mesure de l'impact carbone des parcours de soins. Je me demandais qu'est-ce qu'il était fait ensuite de cette donnée et est-ce que ça impacte d'une manière ou d'une autre les choix qui sont faits pour les patients. Je me demandais du coup si ça pouvait représenter, puisqu'on parle d'inégalité de santé, une majoration des inégalités, par exemple pour des patientes ultramarins qui de fait ont une empreinte carbone de dingue juste parce Ouais. qu'ils doivent se déplacer jusqu'au lieu de santé. Ou peut-être que ça pourrait avoir l'effet inverse de conduire à développer plus d'outils diagnostiques sur place et plus de professionnels sur place. Je sais pas si. Tel que le présente, c'est à la direction de la PHP où il y a un groupe, un département santé environnementale et développement durable où ils ont développé même l'outil qui calcule automatiquement les bilans carbone.
c'est parti en fait de, je crois, une législation qui oblige les centres de santé à diminuer. Et donc, ils ont essayé de calculer. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les patients. Par contre, sur les parcours, ça peut être extrêmement intéressant. Je vous donne un exemple très simple. Un cancer du sein, il faut toujours faire un ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, c'est prélever un petit ganglion. La technique classique, on injecte un isotope, donc à la médecine nucléaire, et la patiente doit venir la veille ou le matin de l'intervention pour se faire injecter ce produit. Donc, ça fait une consultation. Le produit coûte 400 €. Si on fait une scintille en plus pour vérifier qu'il y a bien un marquage, c'est 600 €. Et les coûts de transport de la patiente, les allers-retours, l'utilisation de la machine, la préparation du produit qui par ailleurs est radioactif mais qui est toxique. Il y a des alternatives que moi je développe beaucoup, notamment l'utilisation de la fluorescence. Alors il faut s'équiper parce qu'il faut la caméra proche infrarouge, mais là, sur le parcours patient, il n'y a plus de consultation pré-op, il n'y a plus de passage en médecine nucléaire, il n'y a plus d'utilisation d'isotope. C'est un produit qui coûte 50 €. On injecte, la patiente est déjà endormie, donc même pour la qualité de la prise en charge, c'est quand même assez important. Et les patientes, elles nous disent vraiment que juste avant d'aller au bloc, de devoir aller faire un autre truc très stressant, etc., ça a un impact. Si on montre en plus que l'impact carbone est beaucoup moins important, on aura plus de facilité à implémenter et à justifier et à expliquer à la direction qu'il faut nous acheter cette colonne qui fait 80 000 €, parce qu'au bout de 100 patientes, on l'a amorti et qu'on a pas réduire derrière de façon importante l'impact carbone. Donc, je vois plus voilà, le bénéfice à faire ces calculs pour pouvoir préconiser le meilleur parcours, le meilleur soin, le moins polluant. Mais je ne pense pas que c'est pas du tout pris en compte pour l'instant en soins courants et en clinique. Il y a aussi une question pour toi, Isabelle, dans le chat. Oui, Ouais, donc c'est vrai. la réponse est oui sur le cancer colorectal et c'est une thématique qu'on commence à développer. Donc c'est Sylvie Bortolini qui s'en occupe et qui a des résultats assez similaires à ce qu'on a dans le cancer du sein sur la progression du cancer du côlon et l'exposition aux polluants. Et notamment, elle travaille sur les nouveaux types de pesticides, SDHI. SDHI. D'accord, Et merci beaucoup. Et Est-ce sur que la vous pouvez- prostate, c'est un peu pareil aussi. Il y a des travaux de Catherine Muller qui vont dans ce sens-là aussi. Ok, est-ce que vous pouvez me redonner le nom de la personne qui travaille sur ça? Votre collègue? Sylvie Bortoli de notre labo. Oui. D'accord. Je vous Bortoli, pose cette question. Bortoli. D'accord. Merci. Je vous pose ces questions parce que je suis en train de réfléchir à un projet. Là, je suis à la Réunion et sur le cancer du sein, enfin, on est en train d'essayer faut qu'on choisisse en fait quels cancers seraient les plus pertinents. Et justement, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup, vraiment le front de recherche sur ce que vous avez présenté, parce que c'était l'idée de regarder pour la mortalité par cancer du sein, quelle était l'exposition à différents contextes environnementaux et prendre en compte notamment les particules fines. Parce qu'à La Réunion, il y a quand même une énorme problématique autour de l'aménagement des transports et sur l'isolement des populations, et qui va avec un isolement social, évidemment, l'isolement physique, mais aussi social. Et il y a des enjeux aussi sur l'agriculture. Plein de choses qui ont été dites là aujourd'hui tendent à se recouper. Enfin, je pars un peu dans plein de directions là. Mais sur l'exposition à des pesticides, notamment utilisés dans l'agriculture, et comme on est sur une île qui est petite, euh, il est possible que même en ville, on soit exposé à des pesticides utilisés dans l'agriculture. Et enfin bon, bref, voilà, je voulais juste vous expliciter pourquoi je posais ces questions. Voilà, mais je vais me renseigner plus précisément là-dessus, sur tout ce que vous avez dit. N'hésitez pas à me contacter pour de potentielles collaborations parce que l'objectif, c'est de faire plus grand que ce qu'on a déjà fait là avec plus de monde. Et j'aurais vraiment souhaité, d'ailleurs, on a réussi un peu à le faire avec l'endométriose, avoir une représentativité aussi des dom-toms. Ce n'est pas tout à fait Mhm. mes expériences en métropole. D'accord. On pourra éventuellement discuter. Et Ah moi, bah, très bien. je serai à La Réunion en mars pour un congrès santé-environnement. Ah oui, Sur, j'y serai aussi. Bah, alors, ce sera l'occasion, tiens. on Ouais, se moi, je programme. suis accueillie au CHU, au SIC, enfin, au pôle de santé publique de recherche INSERM, qui est dans le CHU à Saint-Pierre. D'accord. Ok. Mais- J'aimerais parler de pesticides.
en Ok, corrélation. bah, c'est très bien, ça, c'est... J'ai bien fait de traîner mes guêtres ici. Merci beaucoup à tout le monde qui est venu pour participer à cette journée, à cette demi-journée. Je voudrais encore remercier Xavier, Myriam, Fanny, Ruby aussi, Jessica Wenji et Virginie Bonneau aussi, directrice de la Cité de Jean, pour participer à cette journée et faire partie de ces recherches. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Rita. Merci, Anna.